مجلس ملی فرانسه، کنفرانس پارلمانی در تالار ویکتور هوگو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران. 6 آبان 93، 28 اکتبر 2014. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers amis parlementaires, puis chers amis qui sont réunis ce soir, nombreux. Madame la Présidente, je voudrais vous dire que je suis soulagé ce soir. J'ai cru que j'avais été le complice de terroristes. J'ai cru que j'avais été le complice de sectaires. Moi qui suis membre depuis le début à l'Assemblée nationale de la commission de lutte contre les sectes. Et heureusement, ouf! Donc ce soir, nous ne sommes plus des terroristes, nous sommes des résistants. Et Madame la Présidente, ça tombe bien finalement, parce que la semaine dernière, j'étais à Caen. J'étais à Caen, ville martyre, dans les combats pour la liberté de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais à Caen, j'en ai profité pour faire en quelque sorte, et pour un laïc comme moi c'est un grand effort, de faire un pèlerinage au mémorial. Et lorsque je suis allé au mémorial de Caen, j'ai vu un certain nombre de pierres et de citations à l'entrée du mémorial, sur ceux qui sont allés sur la gauche, sur l'esplanade. Et j'ai vu que pour les Français, on avait retenu une phrase de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Alors j'ai pensé que pour nous, amis de la résistance iranienne, on pourrait peut-être dire « Liberty, j'écris ton nom ». J'écris ton nom sur nos cahiers d'écoliers, j'écris ton nom sur nos murs des prisons. Et je crois, Madame la Présidente, qu'effectivement, vos combats, votre combat, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des combats qui étaient menés contre toute la barbarie nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Car aujourd'hui, qu'y a-t-il de différent entre la barbarie de Daesh ou la barbarie des mollahs en Iran? Lorsqu'on a vu le petit film que nous avez montré, il n'y a pas beaucoup de différence. Tout au moins pour ma part, je n'en vois pas. Et je reprendrai ce que disait tout à l'heure un de nos collègues à cette tribune. Oui, madame, nous sommes là à vos côtés, parlementaires de toute sensibilité, dans nos différences, parce que nous sommes les héritiers, bien sûr, du siècle des Lumières, bien sûr, les héritiers de la Révolution française, mais nous sommes aussi les héritiers des résistants de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes les héritiers du Conseil national de la résistance, où étaient présents tous ceux qui avaient la foi dans la liberté, l'égalité, la fraternité, ceux qui y croyaient comme ceux qui n'y croyaient pas. Et je voudrais vous dire ce soir que ce qui m'a prioritairement attaché à vous rejoindre dans votre combat, c'est que c'était un comité français pour un Iran démocratique et laïque. Et laïque. Moi, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. Mais je revendique pour les autres le droit de croire, comme je revendique que soient respectés dans certains pays les droits de ceux qui ne croient pas. Et parce que nous sommes des militants de la démocratie, de la République et de la laïcité, ça ne veut pas dire la neutralité. Nous ne sommes pas neutres.
nous avons des idées, nous avons des valeurs que nous partageons avec vous et que nous voulons affirmer haut et fort. Et nous voulons que ces valeurs soient respectées partout dans le monde. Alors, peut-être que nous avons une deuxième lueur d'espoir ce soir. Première lueur d'espoir, c'est la reconnaissance à travers le non-lieu dont vous avez bénéficié. Mais peut-être après tout, et quand j'écoutais notre ami, l'ancien Premier ministre algérien, peut-être que l'espoir nous vient non pas d'Algérie ce soir, mais du Maghreb et de Tunisie. Vous savez, la flamme de la liberté, c'est une flamme très fragile, et nous devons être vigilants pour l'entretenir et la soutenir. Mais quand même, il y a des moments où ça nous fait chaud au cœur de voir que de ce printemps arabe, d'où sont nés beaucoup d'espoir, eh bien, la Tunisie a semblé nous envoyer à nouveau un message d'espoir dimanche. Chers amis, mais vous dire que je suis stupéfait que certains puissent croire que l'on puisse s'appuyer sur le régime des mollahs, c'est-à-dire un régime de dictature, un régime totalitaire, pour défendre les libertés. C'est à peu près la liberté du renard dans le poulailler. Et pour ma part, je suis persuadé qu'il est temps de dire qu'on ne peut pas lutter contre la barbarie en s'appuyant sur une autre barbarie et sur des barbares. C'est pourquoi je crois qu'il est aujourd'hui faire preuve de beaucoup d'inconscience que de penser qu'on chassera l'extrémisme sunnite en faisant appel à l'extrémisme chiite. Il ne faut pas se donner le choix entre deux barbaries, et je partage tout à fait l'opinion de Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui l'a affirmé avec force. Alors, chers amis, je ne voudrais pas être plus long. Beaucoup de nos collègues sont intervenus. Vous dire, mais vous le savez, qu'on est à vos côtés dans ce combat pour la liberté contre la tyrannie, pour la liberté et pour la démocratie. Madame, avec vos amis, vous menez un combat exemplaire. Sachez que, à notre modeste place, nous serons effectivement toujours à vos côtés. Et ici, à l'Assemblée nationale, c'est particulièrement symbolique que cette réunion se tienne dans ces locaux, parce que j'ai la faiblesse de croire, même si je suis sénateur aujourd'hui, que l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est là où bat le cœur de la démocratie et de la République. Madame la Présidente, mes chers frères et sœurs, je me permets, avec votre bénédiction, de rendre un hommage sincère aux parlementaires français. D'abord pour l'hospitalité qu'ils accordent depuis des années à la cause de la démocratie en Iran. On a parlé de succès à propos du non-lieu du 16 septembre. C'est vrai que c'est un grand succès pour la résistance, mais aussi il est le vôtre, comme celui de toutes les forces européennes et occidentales politiques qui n'ont jamais ménagé leur soutien à la cause iranienne. Ce succès a clôturé en quelque sorte des succès précédents, c'est-à-dire dans le procès intenté aux 27 États européens auprès de la Cour de justice européenne, auprès du tribunal POC britannique, auprès de la justice américaine. Mais il faut bien se dire que plus la résistance iranienne engrange des succès, plus paradoxalement sont en danger le peuple iranien et tout ce qui représente la résistance à l'extérieur, et je pense notamment à la Syrie. Car un pouvoir qui est aux abois, chaque fois qu'il essuie un revers, il se rabat sur sa population pour augmenter la pression
Et les Occidentaux ont-ils le droit d'être naïfs? Les États n'ont pas le droit d'être naïfs. On a misé, on a entendu hier Clinton en 1997 qui jouait sur l'apaisement et sur la promotion d'un courant modéré au sein du régime iranien. On a vu ce que ça a donné. Et puis tout récemment, on a parlé de Rouhani. Et la réponse de Rouhani a été la suivante. C'est que depuis qu'il est président de la République islamique, il y a eu 1000 exécutions. Et je pense notamment à la dernière en date de Rehana Shabbari, arrêtée à l'âge de 17-18 ans, et puis condamnée, puis exécutée parce que tout simplement, elle a voulu résister au viol dont elle a été l'objet. Alors, que peut-on attendre? Je pose la question aux gouvernements occidentaux. Mais que peuvent-ils donc attendre d'un gouvernement ou d'un régime politique qui lapide les femmes, qui pend les résistants, qui tue, exécute des jeunes filles tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se laisser violer? Que peut-on attendre d'un régime pareil? Et en Irak, le résultat, Daesh qui est un outrage à l'islam. Daesh est en soi un outrage à l'islam, comme le régime de l'Iran est un outrage à l'islam. Tout ce qui est... Pourquoi Daesh existe? C'est parce que Daesh, comme tous les mouvements terroristes, prospère sur la base de la rupture qu'il y a entre la population et les pouvoirs despotiques locaux. Et ce n'est pas les tirs ou les tirs ciblés qui vont mettre fin à Daesh et à tout ce qui ressemble à Daesh. Seules les populations de la région seront capables d'éradiquer Daesh. Et c'est pour cela que je lance de nouveau un appel à la raison auprès des gouvernements occidentaux. N'entravez pas la seule alternative qui existe en Iran, et je dirais même la seule alternative qui existe au sein du monde arabo-musulman. Entraver la résistance iranienne, c'est non seulement porter préjudice au peuple iranien et l'empêcher de s'émanciper d'une dictature, mais c'est entraver toutes les populations de la sphère arabo-musulmane pour s'émanciper des pouvoirs despotiques locaux. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais très brièvement évoquer et partager avec vous ce soir un souvenir directement en prise avec le sort fait à la résistance iranienne par les autorités françaises. Il y a bientôt une dizaine d'années, j'ai été convoqué à la brigade financière de Nanterre pour une audition concernant ma participation aux collectes organisées par l'association Iran Aid. Après m'avoir présenté la commission rogatoire du juge Bruguière, l'officier de police m'a dépeint la situation telle qu'il la concevait alors. L'OMPI m'a été présenté comme une organisation violente qui avait commis des actions terroristes armées en Iran. L'OMPI était aussi, selon lui, une organisation qui terrorisait ses propres membres, allant jusqu'à les éliminer. Enfin, l'OMPI avait abusé les citoyens français qui pensaient venir au secours des victimes de la répression en Iran en détournant leur argent au profit d'actions subversives ou pour l'enrichissement de l'organisation. J'ai alors fait observer à ce policier que ce que certains appellent terrorisme, d'autres peuvent le nommer résistance. Et que d'ailleurs, une partie de ma famille avait dans les Vosges, durant la Seconde Guerre mondiale, précisément été frappée par les nazis comme terroristes pour des faits de résistance. Le policier m'a également présenté divers documents rédigés en farsi, dont des organigrammes avec des photos de membres de l'OMPI, dont certains sont ici ce soir. En fait, je suis convaincu
que j'étais alors en face de documents transmis par la police politique du régime des Mollahs. Lorsque j'ai fait observer à l'officier de police qu'on ne pouvait pas considérer les membres de la police iranienne au même titre que des policiers d'État démocratique, j'ai senti chez lui un trouble net et il m'a avoué, selon ses propres termes, s'être posé beaucoup de questions au début de l'enquête. Au final, j'ai refusé, l'audition terminée, de porter plainte contre l'OMPI comme on m'y engageait fortement. Ainsi, mesdames et messieurs, j'ai pu, à ma modeste échelle, toucher dans cette affaire un fait d'une extrême gravité. La police et la justice française ont été instrumentalisées au profit d'une dictature sanglante, au mépris de toutes les valeurs de la République que vous représentez. C'est, entre autres, sur la base d'un honteux marchandage pétrolier que l'affaire s'est nouée. Mais il y a plus. Cette lamentable compromission illustre, à mon sens, la vigueur et l'impact en France des services du régime théocratique, qui possèdent des relais dans notre administration et même, vous le savez, parmi nos élus. C'est le grand complot, dénonce le préfet Yves Bonnet, qui a été ainsi mis à l'œuvre. Il me semble donc essentiel aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été inquiétés dans ces procédures, que la lumière soit faite sur le passé, et pourquoi pas par des formes de missions, d'études ou d'enquêtes parlementaires. Et quant au présent, une vigilance lucide doit tenir en alerte tous ceux qui connaissent l'importance essentielle pour l'avenir de la paix et de la démocratie dans le monde que représente l'installation à Téhéran d'un nouveau pouvoir représentant les aspirations profondes et légitimes du peuple iranien à la liberté et à la prise en main de son propre destin. Je vous remercie. Madame la Présidente, mon cher Jean-Pierre, il y a effectivement, monsieur le sénateur, nous avons de grands ancêtres, ceux de la Révolution, mais nous avons aussi un grand ancêtre qui s'appelait Montesquieu. Et Montesquieu nous a appris que les régimes avaient leurs principes. Et le principe est que, hors ce principe, les régimes ne pouvaient pas survivre. Le principe de la dictature, c'est l'oppression. Et il est clair qu'aucun régime actuellement autoritaire, dictatorial, ne peut vivre sans faire perdurer l'oppression. C'est la logique du système iranien qui ne peut pas, quand bien même le voudrait-il, qui ne peut pas en sortir. Le régime iranien, comme tous les régimes dictatoriaux, cherche deux choses. Il cherche d'abord à museler, voire annihiler complètement son opposition, et puis il cherche d'autre part à se donner les instruments de la puissance. L'instrument de la puissance pour l'Iran, c'est la possession de la bombe atomique, de l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce que l'arme nucléaire, qui ferait de l'Iran la 9e puissance, le 9e État détenteur de l'arme nucléaire, le 9e Édan, l'arme nucléaire bouleverserait considérablement les équilibres du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient, et par conséquent rebattrait en quelque sorte les cartes dans un environnement qui est tout de même assez préoccupant, puisque sont possesseurs de l'arme nucléaire, je vous le rappelle, le Pakistan, la Chine, la Russie, Israël et les gentils sous-marins américains qui croisent dans toutes les eaux du monde. Alors, l'objectif majeur de l'Iran, c'est de posséder l'arme nucléaire. De l'Iran, l'affichage qui ne peut être plus clair, d'avoir confié au ministère des Pasdaran, c'est-à-dire un ministère qui est beaucoup plus que le ministère de la Défense. C'est à la fois le ministère de la Défense, le ministère de la police politique. C'est ce ministère qui coiffe les activités nucléaires de l'Iran. L'Iran a besoin du silence des agneaux. Les agneaux, c'est nous, bien sûr. Et que, bien évidemment, il ne faut pas que nous allions de trop près mettre notre nez
dans les affaires de l'Iran par l'Agence internationale de l'énergie atomique interposée, puisque vous savez que c'est cet organisme qui contrôle l'activité de tous les États qui se dotent du nucléaire, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Il faut donc faire en sorte que l'AIEA n'aille pas trop loin dans ça. Et par conséquent, on fait de la désinformation. Alors, on raconte qu'on n'a pas de nucléaire, on raconte qu'on ne veut évidemment que des centrales nucléaires, qu'on ne cherche absolument pas la construction de la bombe, moyennant quoi d'ailleurs on a une institution des tunnels, on creuse des tunnels qui sont tout à fait considérables, qui sont très répandus, dont les parois sont tapissées de plomb. On se demande pourquoi, si ce n'est pour faire du nucléaire. Et quand on commence à s'enterrer, c'est généralement pas très bon signe. Les Allemands ont fait ça avant nous à Peenemünde et on sait ce que ça a donné. Bon, par conséquent, tout le jeu, tout le spiel, en quelque sorte, est de dissimuler ce nucléaire. Alors, on le fait et on se sert d'un certain nombre de personnages. Et un des premiers, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Iran, vous lirez ça ailleurs, dans mon livre ou dans d'autres. Un des personnages clés de cette dissimulation, c'est M. Rouhani. Et c'est assez curieux qu'on n'en parle jamais parce que M. Rouhani, il a été non seulement le secrétaire général du Conseil supérieur de la sécurité militaire de l'Iran. Généralement, c'est des fonctions qu'on confie à des personnages de toute confiance. Non seulement il a été cela, mais il a été pendant une dizaine d'années le négociateur de la Troïka européenne, qui était l'instance désignée par l'Europe pour représenter en quelque sorte l'Europe dans ses discussions avec l'Iran. Alors cette Troïka, je cite par ordre alphabétique Allemagne, France, Grande-Bretagne, cette Troïka s'est fait copieusement rouler dans la farine pendant des années et des années par M. Rouhani, et c'est ce même M. Rouhani qui est aujourd'hui président de la République d'Iran, qui est un homme modéré, et comme l'a dit un honorable parlementaire avant nous, qui n'a pas du tout ralenti le rythme des exécutions. Et par conséquent, c'est assez difficile de suivre, il faut suivre, et à cet égard, l'empêcheur de tourner en rond, eh bien, c'est la résistance iranienne. Parce que c'est la résistance iranienne, il ne faut pas l'oublier, et pas les services de renseignement occidentaux, ça n'est pas la CIA, ni la NSA, avec ses grandes oreilles, ce n'est pas non plus la DGSE, je le regrette, et ce n'est pas MI6, c'est tout simplement la résistance iranienne qui a révélé au monde, mais par le détail, en donnant le nom des rues, en donnant presque le numéro des immeubles, en donnant même, je crois, le numéro des immeubles dans lequel se trouvaient certaines installations, c'est la résistance iranienne qui a fait un travail de renseignement absolument extraordinaire. Bon, à savoir, ce qui me choque, moi le plus, évidemment, c'est tout ce que nous avons vu, ces images. Évidemment, ce qui me choque, c'est cette agression du 17 juin 2003 et ces 11 années qu'il a fallu pour que les Moudjahidines soient blanchis. Tout cela me choque profondément. Mais, ce qui me choque presque encore plus, c'est le silence assourdissant, honteux, scandaleux de la presse française et internationale. Ce n'est pas la première fois que je le dis en parlant devant l'assemblée de militants des Moudjahidines, mais mon choc est profond et il est durable. Je ne veux pas qu'on en reste là. Et Édith Cresson avait raison, et je crois qu'il faut qu'on se mobilise tous autant que nous sommes pour dénoncer ce scandale. Je crois qu'on appelle la presse le 3e ou 4e pouvoir. Mais que fait ce pouvoir? Il se tait. Je rappelle que le 17 juin 2003, c'est dans nos locaux, un nouveau droit de l'homme, que mon ami Bézard a tenu la conférence de presse, a sonné l'alarme sur ce qui avait été fait à Auvers-sur-Oise le matin. Moi aussi, j'étais complice de ce fait. Je ne la menais pas large.
Ces jeunes femmes qui reçoivent du vitriol, on n'en parle pas beaucoup, très peu. Cette jeune femme pendue haut et court, vous avez vu, les médias français en parlaient. Alors, je crois qu'il faut qu'on se mobilise là-dessus. Et comme ici, il y a, et pas seulement ici d'ailleurs, de nombreux parlementaires, de nombreuses personnalités qui soutiennent la cause des Moudjahidines, tous ensemble, parce qu'on arrivera à faire du poids, il faut le dénoncer véritablement. Alors, mais vraiment, c'est honteux. Alors, moi, je voudrais mettre le point, le doigt sur cette plaie. Bon, et tu le rappelais, Yves, quand même, tous les renseignements qui nous viennent des Moudjahidines. Alors, gloire à eux, gloire à l'Iran, et puis surtout, commençons ce combat pour la liberté de la presse en France. Mesdames et messieurs, vous avez tout entendu, mais je voudrais brièvement apporter quelques éléments de réponse à quelques questions qui ont été posées. C'est au sujet des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies se sont comportées comme ils se sont comportés? Eh bien, je vous dis que, d'après mon expérience, nous étions là à Bagdad. On était là pour rapporter tout d'abord à l'ambassade iranienne à Bagdad, quand il s'agit du dossier d'Ashraf. Et quand les Nations Unies ont décidé de prendre la responsabilité de fermer le camp d'Ashraf, personnellement, je me suis opposé, mais au fait, on devait rapporter à l'ambassade iranienne. Et quand on rentre à l'ambassade iranienne, ils ne veulent pas entendre ce qu'on a fait. Ils exigent les résultats. Le président, vous savez que le mouvement des Moudjahidines a été délisté des terroristes par voie judiciaire. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la mission des Nations Unies en Irak est toujours en train de rapporter que ce mouvement est un mouvement terroriste et qui est encore dans des listes. Je sais bien qu'ils sont très bien informés. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est des mensonges. Parce que qui a suivi ce dossier et ne sait pas que, par décision judiciaire, le mouvement a été délisté aux États-Unis, en Europe et partout. Eh bien, cette dernière victoire en France, doit servir comme une leçon pour la mission des Nations Unies en Irak, pour dire que voilà, arrêtez de faire de la propagande, arrêtez de perpétrer cette propagande contre ce mouvement, et surtout qu'il y a un changement de régime. Il n'y aura pas grand-chose tant que les responsables qui ont perpétré des crimes contre les gens d'Ashraf, ils sont toujours là en place et ils sont toujours les responsables de ce dossier. Donc, il faut qu'il y ait des pressions sur le nouveau régime en Irak pour qu'il y ait un sang nouveau dans la gestion de ce dossier. Et pour terminer, je voudrais dire que les gens d'Ashraf, qui sont maintenant des détenus, je dis bien des détenus, ils ne sont pas des exilés, désormais ils sont des détenus en Irak. Et qui a fait ce piège, c'était vraiment un piège des Nations Unies pour les détenir d'une façon illégale et extrajudiciaire. Et je vous remercie. Il est difficile pour un avocat de devoir s'exprimer pendant quelques minutes seulement, mais je le ferai, je vous le promets. Je sais que vous devez rendre la salle.
Et je me suis dit, ben, mon Dieu, depuis 10 ans, 12 ans, 30 ans, docteur, que je suis auprès de vous, la situation a beaucoup évolué. Il y a une douzaine d'années, au moment de la rafle, c'est vrai que nous nous réunissions. Et jamais j'aurais pu penser, il y a 12 ans, docteur, qu'on se retrouverait à l'Assemblée nationale à 250, dont un certain nombre de parlementaires. Nous sommes beaucoup plus. Imaginez un peu, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, pas loin de l'aéroport de Bagdad, il y a des baraquements. Il y a des baraquements dans lesquels il y a nos amis qui sont passés d'Ashraf à Liberty. On vous a indiqué qu'ils étaient aujourd'hui des détenus. Ils n'ont rien de personnes qui sont reconnues par les conventions internationales. Ce sont devenus des détenus. Les 2700 ressortissants d'Ashraf à Liberty aujourd'hui sont au milieu de nous. Ils nous voient, ils nous regardent, ils nous entendent, ils ont confiance en nous. Ils sont sans armes, ils sont sans soins, ils sont sans droit. L'on vous a dit que l'aide médicale ne peut leur être apportée, qu'un certain nombre d'entre eux sont décédés du fait du manque de soins. Eh bien aujourd'hui, ils sont là au milieu de nous. Je leur fais un très grand coucou. Ils savent à quel point j'ai beaucoup d'émotions quand je pense à eux. Ils sont là au milieu de vous. Ils pensent à vous. Ils ont confiance en vous. Ne trahissez pas la confiance qu'ils ont mis en vous.